Bonjour à tous, je m'appelle Fabien Raboutet, je suis œnologue de formation et je suis sorti en 1996 de Bordeaux avec un DEA et un DNO en poche. J'ai travaillé quelques années dans la production à Bordeaux et dans le Languedoc avant de m'intéresser au métier d'acheteur vin que j'ai exercé pendant une quinzaine d'années chez des négociants bordelais et à l'international. Depuis 2015, je suis associé avec Étienne Coumeau au sein du bureau homonyme à Bordeaux, donc bureau de courtage. Donc, ayant connu les trois facettes de la vente de vin, au niveau de la production, au niveau du négoce, et donc maintenant au niveau du courtage, je vais donc naturellement vous parler de la valeur du vin vue par un courtier. Le courtier en droit est un intermédiaire qui met en relation les personnes désireuses. Les courtiers mettent en relation les personnes désireuses de contracter entre elles une opération commerciale, selon les dispositions d'ailleurs du Code du commerce. Son rôle consiste à faire connaître à chaque partie les conditions de l'autre, à les conseiller et à tenter de concilier leurs intérêts éventuellement divergents. En règle générale, il ne conclut pas pour le compte d'autrui, ce qui le distingue du commissionnaire, qui agit en son nom et sous contrat, mais pour le compte d'un commettant, qui le distingue également éventuellement du mandataire. Le courtier ne passe pas d'actes juridiques au nom et pour le compte d'autrui, et le distingue également de l'apporteur d'affaires. Le courtier est une profession réglementée. L'exercice de la profession de courtier en vin à Bordeaux répond à une réglementation et à un usage encadrant ses responsabilités, son activité et sa rémunération établie par l'usage également à 2% acheteur à Bordeaux. C'est un montant très faible, 2%. C'est une commission qui n'existe pas dans d'autres professions à ce niveau-là. Le conseil, l'expertise, la confidentialité dans les affaires forgent les bases du métier de courtier en vin. À la fois prescripteur, conciliateur, connaisseur avisé, le courtier fait autorité sur le marché, selon la situation économique que traverse la filière. La recherche permanente de l'équilibre entre l'offre du propriétaire et la demande du négociant fait du courtier la cheville ouvrière de la trilogie bordelaise, la place de Bordeaux. Vous avez plus d'informations sur les courtiers sur le site bien sûr du syndicat des courtiers de Bordeaux, le vin bordeauxcourtier.com. Historiquement, à Rome, on les appelait coratéri, du verbe grec qui signifie concilier les marchés. On peut d'ailleurs s'interroger sur la considération dont ils jouissaient à l'époque romaine, puisque ce mot voulait également dire proxénète. Autre origine mêlée du latin curatorius, qui prend soin d'une affaire, curfator, qui court ça et là, qui bat la campagne, ou encore de l'occitan coratier, personne qui court pour des opérations commerciales. On en retrouve la trace dans l'édit de Saint-Louis, en 1243, qui interdisait déjà aux courtiers de participer personnellement à une affaire. Puis dans les ordonnances capétiennes attribuées à Philippe IV le Bel en 1321. Les édits de Charles VI instaurent même un numerus clausus en 1410, 90 courtiers, à peu près le même nombre aujourd'hui. Et la responsabilité des pompes funèbres en 1415. On les appelait les crieurs de corps et de vin. Plus près de nous, 1747, décret de la Jurade de Bordeaux qui fixe les prix minima et maxima des vins de Bordeaux pour chaque campagne. Donc c'est sous cette impulsion que la différenciation territoriale des vins se renforce. Le premier bureau de courtage de vin est établi à Bordeaux en 1739 par Abraham Loton, un Irlandais venu s'installer en Aquitaine. En 1776,
Un classement des vins de Guyenne est établi par un courtier au nom de l'Abadie et est fondé sur des critères géographiques, par paroisse et de prix. La légitimité professionnelle des courtiers, elle-même soutenue par une reconnaissance étatique, est une source décisive d'autorité pour l'établissement du classement de 1855, reposant sur la hiérarchisation des prix établie par le syndicat des courtiers de Bordeaux. La loi de décembre 1949, révisée en 2007, réglemente le métier tel que pratiqué aujourd'hui. Et enfin, un examen d'aptitude est introduit dès 1951 et renforcé en 1997. Et quel est l'état des lieux de cette trilogie bordelaise aujourd'hui? Le marché des vins de Bordeaux se divise essentiellement et assez nettement en deux marchés. Le marché prestigieux des vins de Grand Cru et le marché des autres vins. Un marché prestigieux, plutôt mature, où la politique marketing et commerciale des producteurs de Grand Cru et négociants de place joue un rôle important dans la valorisation des vins. Réputation collective et réputation individuelle sont fortement sollicitées dans l'établissement du prix. On a une offre organisée, hiérarchisée, notée par les influenceurs, face à une demande importante et parfois mal orientée, qui favorise l'augmentation artificielle des prix. On a une bulle spéculative. Enfin, le marché des autres vins, c'est un marché de vins en vrac et en bouteille, où sont produits des vins d'entrée et milieu de gamme. Les propriétés ont gagné la confiance des grossistes et des consommateurs et valorisent, souvent avec l'aide d'un consultant œnologique. On est dans la réputation individuelle qui va singulariser certains vins. Des réputations collectives émergent également, les vins bio, les Bordeaux supérieurs. Globalement, une offre dispersée et mal diffusée face à une demande constante et organisée. Dans un cas comme dans l'autre, on a deux marchés au déséquilibre fréquent où producteurs, négociants, distributeurs et consommateurs ont des difficultés à se positionner. C'est finalement cette grande complexité qui légitime l'intervention des courtiers. En pratique, le prix s'établit, bien évidemment, on l'a vu tout à l'heure, selon la loi du marché. Le courtier établit le dialogue entre l'offre et la demande. Le prix proposé doit d'abord venir de la propriété. C'est un prix qui prend en compte les facteurs internes et externes. Les facteurs organisationnels, prix de revient, qualité du millésime, des facteurs cognitifs, état des stocks, cours de l'euro, ou réputationnels, consultant, notre journaliste. Il est facile et lucide de dire que 80% des vins rentrent dans un schéma de consommation de masse, où les équilibres macroéconomiques d'équilibre, c'est-à-dire d'offres et de demande, sont prépondérants. Aussi, à chaque temps, primeur, début de campagne livrable, milieu, fin de campagne, au-delà des attentes de la propriété, le potentiel de vente doit être bien connu du courtier pour pouvoir orienter l'offre vers les demandes adaptées. Les attentes des négociants doivent être parfaitement traduites pour pouvoir trouver des offres adaptées à leurs clients. La notion de segmentation des produits et de temporalité a énormément de sens dans cette filière complexe, où les produits, les appellations, les étiquettes, sont très diversifiés et souvent difficiles à comprendre pour l'importateur ou le consommateur, et où la distribution des vins est régie par de nombreux modèles. Avec une demande importante pour les grands crus et assimilés et une offre dispersée pour les autres vins, le positionnement est difficilement respecté. Le courtier de campagne, c'est pas péjoratif. Le courtier de campagne, c'est le courtier qui connaît la production, le courtier qui connaît ses producteurs, qui connaît ses vins, qui connaît les terroirs. Il met en place
un processus. Pardon. Les courtiers ont mis en place, l'ensemble des courtiers qui travaillent à Bordeaux ont mis en place un maillage fin de la production bordelaise. On dénombre à peu près 6 000 producteurs à Bordeaux, dont la moitié travaille en cadre coopérative. La connaissance de ses clients négociants est plus délicate. Vous vous en rendez bien compte, producteur, le courtier est aujourd'hui mieux armé pour répondre aux demandes que pour être force de proposition. Ce qui me semble insuffisant compte tenu de la diversité des offres et du besoin de soutenir un marché globalement peu performant. Les études annuelles du CIVB sur la part du marché des vins de Bordeaux ne me contrediront pas. Quels sont les mécanismes influents sur la négociation? L'ensemble des facteurs montants, donc qui partent du produit, et descendants, qui partent du marché, influent sur le prix, sur les prix, qui doivent être maîtrisés par les courtiers. Le courtier doit orienter vers le point de convergence entre le faiseur de prix, le producteur, et le preneur de prix, le négociant. Si c'est l'inverse, si le producteur est preneur de prix et le négociant est faiseur de prix, ça ne va pas. Les facteurs montants, ça part de la fiche technique, un visuel, produit, le classement du produit, d'un palmarès, une revue de presse, une mise en avant, des démarches qualité et environnementales. Ce sont des critères objectifs aussi, des critères objectifs mesurables, analytiques, qui peuvent être autant d'informations à fournir aux négociants avant même, si besoin, de goûter le vin et de le faire goûter à son client. Toutes ces caractéristiques étoffent l'offre. Le producteur, conjointement au courtier, a le devoir de rassembler ces informations pour faciliter la communication et optimiser plus tard le travail commercial réalisé en aval. Plusieurs pistes pour améliorer la visibilité des offres. Le no-tourisme, l'histoire sont des pistes qui se développent de plus en plus à Bordeaux et qui sont vraiment à mettre en avant. Beaucoup de négociants et beaucoup de leurs clients sont friands de ce type d'informations. Les spécificités goût sur les vins de Bordeaux, on est déjà très spécifique en produisant, au niveau mondial, en produisant un vin rouge, tannique, sec. Mais il y a plein de choses à développer autour de ça. Tout ce qui est accord mets et vin également est très important. On a longtemps parlé des rouges sur des vins rouges de Bordeaux, sur les fromages. C'est quelque chose qui régresse. Je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il faut absolument parler des vins vieux de Bordeaux sur les fromages. L'effet millésime aussi s'avère de plus en plus déterminant. On le voit principalement depuis 2013. L'effet dévastateur du millésime 2013 était connu dès le lendemain dans le monde entier. Et aujourd'hui, pratiquement tous les pays sont sensibles à la qualité du millésime. En tout cas, à son influence. Enfin, le stockage des bons millésimes tendrait à accroître l'effet positif recherché. Des demandes aujourd'hui, encore sur des 2009, des 2010, même des 2015, sont très fortes, avec un positionnement prix élevé qui ne peut que dynamiser le marché. Une dernière piste, les bonnes pratiques, tout ce qui tourne autour de la notion vin et santé, la réduction des pesticides, bien sûr, vis-à-vis des consommateurs. Dans l'idée d'un consommateur, le vin, c'est du raisin qui rentre dans une cuve, on ouvre le robinet en bas et on remplit la bouteille. Allez leur parler de résidus de pesticides. La lutte raisonnée, bien sûr, le développement durable,
bio, de manière générale, le SO2, de manière particulière. C'est-à-dire, n'importe quelle propriété, qu'elle soit en bio ou en conventionnel, doit être extrêmement vigilante sur les niveaux de SO2, et c'est quelque chose à encore améliorer. La qualité du travail commercial réalisé par les négociants est non seulement un atout pour le négociant, mais aussi pour l'ensemble des vins de Bordeaux. On le voit à travers le CIVB qui a mis en place Smart Bordeaux. Ça part d'une bonne idée, maintenant il faut que tout le monde s'y mette, et effectivement, donner de la visibilité au vin dans le bon sens en termes d'information, c'est quelque chose qui profitera à tout le monde. Donc le courtier ne doit pas être vécu comme un intermédiaire nécessaire, mais comme un facilitateur de sourcing. On est vraiment à la frontière entre la production et la commercialisation. On est là pour écouter tout le monde. On est d'ailleurs les seuls qui dépendons complètement de vous, qui dépendons à la fois des producteurs et à la fois des négociants. Donc j'exclus, in fine, les producteurs disposant d'une force commerciale, dans le meilleur des cas eux-mêmes négociants, sinon dispersant leur énergie entre la production et la commercialisation. On en a parlé tout à l'heure en termes de compétences. Il y a un producteur un jour, il m'a dit qu'il faudrait être polytechnicien pour s'occuper d'une propriété. Et je ne lui donne pas tort. Tout faire sur une propriété, c'est être bon sur tout, dans tout. Moi, ce que je demande aux producteurs aujourd'hui, c'est d'être bon à faire du vin. C'est la première, et c'est la première chose à faire avant de s'attaquer au reste. Ensuite, ce que revendiquent les courtiers essentiellement, c'est la qualité d'un réseau de grossistes à Bordeaux, les négociants. Donc on en a parlé tout à l'heure, et on en a rediscuté lors du débat. Donc les négociants, ils sont capables de toucher tous les circuits de distribution, dans tous les pays où on boit du vin, de donner une forte visibilité au vin de Bordeaux, de faire vivre tout un système économique à Bordeaux et en Gironde. Donc le monde a changé, on en est bien tous conscients. La mondialisation, le développement d'Internet ont bouleversé des systèmes bien rodés. Mais ça a toujours changé. Les négociants, il y a quelques siècles, ils achetaient que du vrac. Ils étaient négociants éleveurs. Le métier a changé, le métier de négociant a changé. Les négociants historiques à Bordeaux, une quarantaine de négociants qui s'occupent essentiellement des grands crus classés. C'est pas la seule force de Bordeaux. La force de Bordeaux, ce sont 300 négociants, beaucoup de nouveaux négociants. Des négociants chinois également. Mais avant, c'était des Hollandais, des Anglais, aujourd'hui des Chinois. Pourquoi pas? Du moment qu'ils viennent s'installer à Bordeaux, qu'ils font vivre la région. Donc prenons le cas du vrac, symptomatique de l'état végétatif de la place de Bordeaux sur ce marché. Donc, bien que l'effectif reste autour de 300 négociants, une trentaine à peu près d'entre eux achètent les 3/4 des volumes de vrac. Depuis 20 ans, on observe une concentration du négoce de vrac bordelais. Cette concentration a été rendue nécessaire par un contexte national très concurrentiel, des ventes en baisse sur le marché français, la pression de la grande distribution, et un contexte international qui a vu monter en puissance les vins du Nouveau Monde. Et un marché dans lequel Bordeaux n'a pas réussi à trouver sa place pour des vins de marque, et même pour les cœurs de gamme. On peut toutefois se féliciter que 95% encore des volumes sont achetés en Gironde. Cela souligne l'importance d'être présent localement pour maîtriser ses achats.
observe depuis de nombreuses années un tassement des volumes de vrac traités avec ou sans courtage d'ailleurs. Les ventes hors place et la bouteille gagnent du terrain. La proportion des contrats d'achat traités par le courtage en volume de vin s'est légèrement repliée lors de la campagne 2008-2009 notamment, pour s'établir autour de 75% des volumes, sans jamais retrouver son niveau précédent légèrement supérieur à 80%. Le phénomène est particulièrement prononcé pour les volumes de vin blanc, sec ou doux. C'est symptomatique de Bordeaux. Le vin blanc à Bordeaux, ça représente, le Bordeaux blanc, ça représente moins de 10% de la production. Cette production s'est concentrée sur les caves coopératives, à même de commercialiser ces volumes, bien maîtrisés, certes, au négoce de Bordeaux, d'accord, mais aussi en bouteille, pour la place et surtout hors place. Alors que la reconnaissance de ces produits est encore loin d'être gagnée à Bordeaux, la diffusion hors place est de mauvais augure. Ces produits sont les premiers responsables d'une concurrence exacerbée avec un négoce qui perd parfois en crédibilité. Continuer dans cette voie, c'est définitivement tourner la page du négoce bordelais pour les petits châteaux. Et c'est appauvrir davantage ce qui aurait dû être notre force, un système de distribution maîtrisé depuis la place fermée de Bordeaux. Le marché de place est bousculé par des sorties hors Bordeaux, qui viennent finalement se positionner de manière compétitive face au schéma traditionnel que propose le négoce bordelais. Ce schéma affaiblit une majorité de négociants bordelais, qui se retrouvent non compétitifs. D'autre part, il appauvrit encore davantage les débouchés pour des vracs qualitatifs qui mériteraient d'être mieux valorisés et mieux travaillés. L'appauvrissement de la filière vrac, des ventes hors place, qui sont toujours plus compétitives, c'est aussi moins de vendeurs. Seulement un dixième des propriétés, environ 350, vendent plus de la moitié des volumes de vrac. Je vois beaucoup de producteurs, je rencontre encore des producteurs qui ne produisent que du vrac, avec une taille de propriété de 20 ou 30 hectares. C'est une situation impossible. Impossible à tenir dans le moyen terme. Moins de volumes traités, moins de vendeurs, moins d'acheteurs. C'est donc naturellement que l'on observe aussi une concentration des courtiers. Aujourd'hui, moins d'une vingtaine de courtiers sur environ 80, 76, je crois, au dernier recensement, en activité, sont en mesure de satisfaire les 2/3 de la demande de vrac bordelais. J'ai pas voulu aborder le sujet des grands crus. Je pense pas que ce soit le sujet principal en ce qui me concerne. La question de la valeur des grands crus, vous la connaissez, la valorisation des grands crus, vous la connaissez à peu près. Elle repose sur des négociants historiques. Elle repose sur un système établi, un modèle qui est excellent, il n'y a rien à redire là-dessus. Un système de place fermée, qui maîtrise les prix, qui contrôle la distribution, très peu dérangé finalement, à peine bousculé par quelques importateurs anglo-saxons ou par quelques vins qui sortent du système. Je crois que ça ne reste pas moins un modèle de fiabilité et de valorisation des produits. Il faut dire que c'est un système, le système de place, c'est pleinement exploité.